Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accompagner tout au long de cette émission à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs thématiques seront au programme de l'émission avec mes invités, bien évidemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour aujourd'hui, les différentes expressions artistiques s'entremêleront ici même dans le studio. Et on va commencer par la littérature, tout d'abord. Et j'aurai le plaisir de recevoir Mohamed Abdellah, romancier, qui a eu le prix également, le prix Assia Djbar en 2022. Et bien aujourd'hui, on parlera de ces deux romans. Le premier, Le vent a dit son nom, et puis le deuxième, Le Nil des vivants. Donc deux romans que nous allons parler de ces deux romans avec lui. Et puis de la musique également, j'aurai le plaisir de recevoir un chanteur Chaabi. Il s'agit de Jamel Ziani qui nous fait le plaisir d'être parmi nous cet après-midi. Et puis Omar Saad, artiste plasticien, sera également parmi nous. Il nous parlera de son parcours et de toutes ces belles choses qu'il nous a apportées aujourd'hui. Et je finirai, mais c'est avec lui que je vais commencer tout à l'heure, avec Ammar Hallez, rédacteur en chef, lauréat de la 9e édition du prix du président de la République pour le journaliste professionnel. Eh bien, il sera avec nous dans un tout petit moment. Il nous parlera de cette distinction qui vient enrichir un long parcours journalistique. Eh bien, il partagera aujourd'hui avec nous cette belle expérience. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de retrouver mes invités, je vous invite à apprécier ça. Et on revient juste après. Nous sommes de retour avec mes invités qui sont bien installés. Enfin, je l'espère. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, je partage cette information avec vous. Et sans plus tarder, je vais commencer à les présenter. Commencer par le plus jeune. Allez, Mohamed Abdellah, comment ça va? Ça va. Marhaba bik. Merci beaucoup Isselmek et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Donc je disais tout à l'heure, donc lauréat de plusieurs prix littéraires, hein, pas que Assia Djbar en 2022. Vous allez justement nous en parler. Et puis notre débat va également tourner autour de ces deux romans que vous avez apportés et parler un petit peu de votre parcours et de votre histoire avec l'écriture et la littérature. On est d'accord? Avec grand plaisir. Très bien. Et je vais passer à monsieur donc Omar Saad. Marhaba bik. Marhaba. Comment bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Merci très à bien. vous d'être parmi nous. Merci à vous de m'avoir invité surtout. Oui. Voilà, je suis Merci. très heureux d'être parmi vous. Ce n'est pas votre première télé? Non. Voilà. En tout cas, avec moi, c'est la première. Oui, et j'ai hâte avec moi, c'est de vous, vous connaître, d'avoir plus d'informations sur votre parcours. Parce que ce que vous avez apporté m'a beaucoup touchée. Donc, de belles toiles qui m'ont beaucoup touchée. Avec plaisir. Et donc, on va partager tout ça. Vous allez partager tout ça avec moi et avec les téléspectateurs. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, et je vais passer à monsieur Jamel Ziani. Aslama. Comment ça va? Ça va, merci. Donc avec vous aujourd'hui, on va un petit peu se faire plaisir musicalement parlant. Inch'Allah, et merci Voilà. pour l'invitation. Merci à vous, donc chanteur Chaabi, interprète. Donc aujourd'hui, on va passer un agréable moment avec vous. Bi'idnillah. Et je finirai par Ammar Hallez, Lid Dar. D'accord, Voilà. Ça va? Ça va très bien, merci. Je suis ravie de vous avoir. Même moi, très ravi d'être parmi vous et Inch'Allah, on va passer une heure. Inch'Allah, il n'y a pas de raison, je pense. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez le trac parce que vous êtes passé de l'autre côté. Vous avez l'habitude de faire des interviews, vous avez l'habitude mais aujourd'hui, c'est vous qui allez être interviewé. Eh bien, dites-vous que moi aussi j'ai le trac aujourd'hui. De recevoir un ancien qui a fait un beau parcours, j'ai envie de dire, dans ce domaine. Moi aussi, j'ai un petit peu le trac. Voilà, donc on est deux. Exactement. Donc 30 ans, pendant 30 ans, être derrière la caméra et passer à l'autre sens. Aujourd'hui, passer à la lumière, on va dire. C'est un peu difficile de confronter tout ça. Okay. Mais malgré ça, cette belle ambiance nous permet d'oublier, d'être à l'aise et d'être à l'aise, justement. Très bien. En tout cas, je suis ravie de vous avoir. Et comme je disais tout à l'heure, lauréat de cette 9e édition de ce prix du président de la République pour le journaliste professionnel. Alors, qu'est-ce que ça vous fait déjà? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez Lilia, je suis très ravi d'abord parce que décrocher un prix du poids
le prix du président de la République. Prix, oui, justement, c'est quelque chose de très important, d'abord pour soi-même et pour la télévision. Exact. Le fait qu'on a décroché 4 prix, donc ça fait beaucoup de choses pour la télévision, pour dire que la télévision aujourd'hui restera toujours l'école et l'exemple à suivre dans le travail journalistique, et ça me fait énormément plaisir donc de décrocher ce prix. En tout cas, nous sommes très contents pour vous et pour tous les collègues également qui ont donc eu des prix. Donc on disait, cette 9e édition a mis en lumière des thèmes reflétant les défis contemporains de l'Algérie, bien évidemment, donc la sécurité alimentaire et hydrique, la capacité et la créativité de la jeunesse, la sécurité énergétique et ses dimensions géopolitiques, donc étaient au cœur des débats. Dites-moi, Ammar, quel a été votre projet? Qu'est-ce que vous avez choisi de présenter pour cette 9e édition? Justement, donc parmi les 3 thèmes que vous avez cités, Lilia, donc le premier thème lié à la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique, donc c'est pratiquement ma spécialité ou ma tendance pendant les années que j'ai travaillé à la télévision. Donc j'ai une émission intitulée donc l'économie verte qui touche à l'agriculture, à l'économie, à la sécurité alimentaire. Donc et pratiquement ça coïncidait avec cette thématique. Donc j'ai réalisé un reportage qui a touché aux efforts que l'Algérie est en train de fournir pour justement diminuer l'importation des semences. On ne peut pas le cacher, il y a une guerre non déclarée des semences qui se dessine à l'échelle mondiale. Et donc, j'ai travaillé sur le schéma national de la production des semences locales. C'est un schéma très ambitieux. Il a été lancé, ça fait 2 ans. Et à travers donc, des efforts fournis par des instituts techniques liés au secteur de l'agriculture, où on a pu donc, avoir des semences propres qui ont donc la touche algérienne. Donc c'est des semences algériennes propres à nous, et on a diminué de façon remarquable l'importation des semences qu'on a toujours importées. À titre d'exemple, je vous cite par exemple rien que pour la pomme de terre, l'Algérie réserve chaque année plus de 3 millions de dollars pour importer des semences, et des fois c'est des semences qui ne sont pas fiables. Exactement. On ne peut pas le cacher. Donc à travers, donc, on a pu produire des semences qui sont donc propres à nous, locales, qui s'adaptent au climat, qui s'adaptent au sol. Et on a pu donc diminuer la facture d'importation à 60%, et ce n'est pas quelque chose de négligeable. Sûr, de négligeable, tout à fait. Bravo, en tout cas, très beau projet. Je vous invite, pour que les invités puissent un petit peu savoir de quoi il s'agit, parce que moi j'ai eu l'occasion de le voir. Donc voilà, on va regarder un petit extrait et on revient juste après. تشكل مادة البطاطا أهم الشعب الفلاحية في الجزائر إنتاجا واستهلاكا. شعبة برهانات اقتصادية كبرى تتعلق بالأمن الغذائي للجزائر. فمنذ سنوات عرفت شعبة البطاطا عدة تجارب للتحكم في إنتاج البذور، غير أنها بقيت محدودة من دون الأثر البارز على هذه الشعبة على المستوى الوطني. فلتلبية حاجياتها من بذور هذه المادة ظلت الجزائر تستورد موسميا من عدد من الدول الأوروبية ما بين 120,000 و 150,000 طن من البذور. من هنا برز التحدي الذي رسمته السلطات العمومية للتحكم في إنتاج بذور البطاطا وتقليص تكاليف استيرادها التي أثقلت الخزينة العمومية. تحدي يجسده المخطط الوطني لإنتاج بذور البطاطا المسطر بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال مجمع تثمين المنتوجات الفلاحية جيفا برو وفروعه المتخصصة وعدد من الشركاء المكثفين لبذور البطاطا على المستوى الوطني اقتنعوا كلهم بالرهان الكبير لهذه الشعبة الاستراتيجية فاندمجوا في هذا التحدي الوطني. Voilà, donc Ammar était en train de nous expliquer, parce que c'est un sujet qui nous a vraiment passionnés, ainsi que mes invités. Donc, je disais, Lilia, donc, ce qu'il faut savoir, même pour le téléspectateur, généralement on achète la pomme de terre et on a l'impression qu'elle est produite en produit fini. Donc, par contre, il y a plusieurs opérations pour arriver au produit qui est destiné à la consommation. Donc, c'est ce qu'on appelle les générations. Donc, au premier lieu, donc, on a la génération 0, la génération 1, 2,
plus 2, et puis la SE, la E, pour arriver à la génération A et B qui est destinée à la consommation. Donc c'est ce qui reflète pratiquement le reportage, comment on a pu avoir notre propre semence à partir de la génération 0. Et ça c'est très important, chose qu'on a toujours importée de l'extérieur. Aujourd'hui on se retrouve avec une génétique qui est propre à nous, qu'on peut développer plus tard. Tout à fait. Déjà on a commencé par la semence de pommes de terre, mais on peut élargir ça vers d'autres produits stratégiques, à savoir tous les produits stratégiques, les céréales, les autres produits maraîchers. Ce qui est très important également, c'est que autour de cette opération, il y a en gravité beaucoup d'agriculteurs qui ont du poids, donc ils se sont intéressés à ce programme. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des pôles de production très importants. Donc c'est quelque chose de très important pour l'Algérie, pour l'économie nationale et pour la souveraineté nationale. Parce que la sécurité alimentaire est étroitement liée à la souveraineté nationale. Les années qu'on a passées pendant le Covid ont clairement démontré qu'il fallait trouver des plans pour justement être en sécurité. Exactement. Tout à fait. En tout cas, c'est passionnant. Vous êtes d'accord? Franchement, oui, là, franchement, il a touché. Oui, un beau sujet. Parce que c'est un grand projet. Exact. Très sensible. Très sensible. Et puis, on l'achète actuellement à 100 dinars. On achète le kilo à 100 dinars. C'est ça. Donc on va parler un petit peu du tournage, où est-ce que vous l'avez effectué? En fait, le tournage a été fait à plusieurs étapes. D'accord, pas en une fois. Voilà, donc on a commencé d'abord à faire des interviews avec les gens concernés, surtout au niveau du laboratoire des cultures in vitro à Sétif. Après, on est passé vers les reproducteurs et les multiplicateurs des semences. Donc, ça a pris pratiquement 15 jours. D'accord. Et on a profité également de prendre des vues aériennes des champs de pommes de terre. Et ça a fait que les chauffeurs des plans, on ne dirait pas que c'est l'Algérie, mais c'est l'Algérie, c'est nos potentialités agricoles. Donc, tout à fait. En tout cas, bravo. C'est du côté de Ain Defla. Ain Defla, c'est du côté de Ain Defla qui est la capitale de la pomme de terre. Elle produit plus de 40% de la pomme de terre destinée à la fois à la consommation et à la semence. Donc c'est un pôle par excellence en matière de production agricole. Très bien, en tout cas bravo, comme on dit, avec Saha. J'imagine que vous étiez toute une équipe, bien évidemment. Tout à fait. Toujours. Un travail d'équipe. Voilà, l'occasion pour vous justement de remercier peut-être Amar. Je vous donne Voilà, exactement. Donc un remerciement particulier pour toute l'équipe qui a travaillé avec moi. Et commençons par l'équipe de tournage et l'équipe de montage, parce qu'il y a une touche un peu artistique. Donc il y a tout un travail. Chacun apporte un petit peu son savoir-faire. Tout à fait. Il y a un travail d'embellissement, un travail artistique qui a suivi le montage et qui a pesé grandement dans l'octroi, exactement dans l'octroi de ce prix. C'est ça. Et puis justement, Ammar, j'aimerais avoir votre avis, vu que vous êtes bien évidemment ancien, vous êtes expérimenté. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à propos de ce prix qui vient aujourd'hui pour encourager bien évidemment le travail, le professionnalisme, l'excellence, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce prix? Il faut bien signaler que le prix, il a suscité un engouement terrible auprès des journalistes. Tout à fait. Il y a eu très grande participation, toutes c'est-à-dire confondues. Exactement. Voilà. Donc, une fois que les thèmes sont affichés et déclarés, il faut voir comment que ça se passe dans les rédactions. C'est tout le monde qui se met au travail, il veut décrocher ce prix parce que c'est quelque chose motive. Exactement. Beaucoup, et puis loin de sa valeur peut-être matérielle, il y a une valeur morale. Je pense qu'on ne pense même pas à ça. On ne pense même pas à ça. Si ça vient, mais généralement c'est le plus. Voilà. Exactement. Pour montrer, faire ses preuves, pour montrer qu'on peut. Et puis le fait qu'il a
c'est-à-dire le nom du prix du président de la République. Pour le journaliste professionnel. Tout à fait. C'est-à-dire vraiment, il permet. D'ailleurs, il y a des conditions. Il faut que le journaliste ait exercé minimum 3 années. Il y a des conditions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas participer. On ne peut pas participer. On ne peut pas participer avec n'importe quel travail. C'est ça aussi. Il faut qu'il soit un travail élaboré, bien réfléchi, bien présenté. Donc généralement, la concurrence, elle est vraiment, elle n'est pas à la portée. Et que le meilleur gagne. Il faut pas négliger l'importance du jury qui a évalué, qui a étudié les travaux. Donc c'est un jury qui est composé de plusieurs personnalités qui sont liées directement le journalisme. C'est des sommités au monde journalistique. Donc et passer par ce jury, donc c'est pas évident. Exactement. En tout cas, ça fait plaisir et nous avons tenu à vous avoir avec nous hier déjà, je pense. Vous n'étiez pas disponible. En tout cas, merci d'être venu partager cette bonne nouvelle avec nous, ce beau projet aussi. On est bien d'accord. Et puis bonne continuation. Et vous disiez tout à l'heure, faire ses preuves, montrer qu'on peut. C'est ce que vous avez fait. Vous avez fait vos preuves. Vous avez montré que vous pouvez, n'est-ce pas? Faut croire. Alors, comment vous en êtes arrivé là, j'ai envie de dire? Quelle est votre histoire avec l'écriture, le roman? Alors, j'ai commencé à écrire pendant mon adolescence, on va dire entre 14 ans et 17 ans. À ce stade-là, c'était simplement de l'écriture sur l'actualité, des petites réflexions qui me venaient. Après, j'ai commencé un petit peu à organiser ça. Ça a donné mon tout premier roman. Entre l'Algérie et la France, il n'y a qu'une seule page. Après, souvenez-vous de Nos Sœurs de la Soumam, qui est sorti en 2018 aux éditions ANEP. Ça a été le premier roman que j'ai pensé en tant que roman, c'est-à-dire où ça n'a pas émergé de manière quasi spontanée. À partir de ce moment-là, je suis rentré dans un projet d'écriture qui s'est affiné. Il y a eu Aux Portes de Sirta que j'ai publié en 2019 aux éditions Casbah, et ces 2 romans-là, aux éditions Apic, Le Vent a dit son nom et Le Nil des Vivants. Ces 2 romans qui se sont un petit peu, on va dire, qui tournent autour de thématiques similaires par certains points, mais avec des cadres différents. Les points communs sont fondamentalement l'intérêt pour le rôle des intellectuels dans des périodes révolutionnaires. Donc Le Vent a dit son nom, c'est Oran en 1954. Déclenchement de la guerre de libération nationale, il y a plusieurs personnages qu'on suit, des militants, des journalistes, des artistes, des adolescents aussi, avec un certain nombre de questions qui reviennent. Quel rôle pour la culture et la créativité dans une période quand même charnière de l'histoire algérienne? Exact. Et Le Nil des Vivants s'intéresse aussi à une autre période révolutionnaire. Cette fois-ci, c'est l'Égypte nasseriste des années 60-70, période socialiste, puis virage néolibéral, avec aussi la question des confrontations avec l'impérialisme dans la région. D'ailleurs, on notera que Hamas a déclenché son opération de résistance aussi au moment de l'anniversaire de la Harb Ramadan, une guerre qui est évoquée dans le Nil des Vivants. Et on voit l'importance d'ailleurs d'établir la résistance palestinienne dans son contexte historique pour se rappeler que les atrocités coloniales et la résistance à ces atrocités n'ont pas commencé le 7 octobre. Bien sûr, oui. En 73, c'était déjà une confrontation. C'est vrai. En 47, parce que l'événement fondamental pour moi de la contre-attaque de Hamas, c'est que on touche à des terres qui ont été colonisées depuis 47. Et ça, c'est très important, de se rappeler que le drame vécu par les Palestiniens remonte à très loin. Exact. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que, fondamentalement, déjà, le plan de partage de la Palestine en 1947 est extrêmement injuste. Les Palestiniens récupèrent dans ce plan supposément extrêmement généreux 42% de leur terre initiale. Pour avoir une idée, l'Allemagne, post-Seconde Guerre mondiale, les terres allemandes diminuent de 24%. Donc les Palestiniens ont été traités moins bien que les principaux instigateurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc, une fois qu'on a posé ça, qu'on a posé la profondeur historique de la question de la résistance palestinienne, et plus généralement dans toute la région, au Levant, contre l'impérialisme, en l'occurrence sous sa forme sioniste, quel est le rôle des intellectuels là-dedans?
parce que dans Nil des vivants, je montre aussi différentes portions de la société. Alors, il y a un panorama plus vaste, je me suis permis davantage avec ce roman-là. Oui. Il y a des syndicalistes, il y a des cinéastes, il y a, encore une fois, des journalistes, des auteurs, etc., qui vont être confrontés aux transformations de leur société. Et ça, c'est au cœur de ma démarche d'écriture, c'est de me demander quelle place l'écriture a dans sa société. Quel est le rapport entre les moyens de résistance au niveau matériel et les moyens de résistance au niveau intellectuel. Parce que ces derniers ne sont pas simplement une question d'apparat. Ce n'est pas simplement pour faire joli. À mon avis, c'est un élément fondamental de tout effort de résistance. Tout à fait. Et c'est pour ça que pour moi, il est très important d'avoir différentes arènes de résistance, d'avoir des prix littéraires ou journalistiques qui vont mettre en avant une certaine parole pour contrer aussi un discours colonial ou néocolonial. Et d'avoir aussi des rencontres. Alors ça peut être des rencontres télévisées comme aujourd'hui. Ça peut être des rencontres comme celle organisée par l'Arc. D'ailleurs, j'aurai le plaisir de participer à une telle rencontre avec un panel d'auteurs le samedi et dimanche qui viennent à Tlemcen et dans d'autres villes du pays par la suite, parce que c'est important d'ancrer ces discours-là et ces échanges-là à travers tout le pays. Il y a aussi le Salon du Livre, la dernière édition du Salon du Livre auquel vous avez participé. Vous étiez oui, tout à fait. Le SILA, c'est le point focal de notre scène littéraire, en fait. C'est un élément qui montre l'engouement en Algérie pour le livre, parce qu'il n'y aurait pas autant de fréquentation si les gens ne s'intéressaient pas au livre. Donc cet intérêt fondamental est là, il est solide. Oui, tout à fait. Il faut après élargir le domaine de présence du livre en Algérie pour qu'il n'y ait pas un événement à Alger qui a son importance, certes cruciale, et qu'il n'y ait pas l'équivalent à travers le pays. Voilà. Il faut qu'il y ait des échos littéraires un peu partout. Bien sûr, avec des coopérations avec les libraires, des efforts pour la question du papier, pour aider les éditeurs, etc. Avec toute cette politique-là qui doit être envisagée de manière globale, de manière complète, pour créer un écosystème du livre qui puisse après porter des paroles de résistance éventuellement. Exact, d'accord. Et j'imagine que ça demande beaucoup de recherche. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail derrière, parce que vraiment, vous ciblez, j'ai envie de dire, des thématiques très sensibles, et j'imagine que c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche derrière. Moi, je voulais dire une chose, Lilia, pardon. Bien sûr. Au moment où on voit des jeunes qui sont pratiquement tout le temps avec sur Internet, sur les réseaux. Et on voit des jeunes, un autre profil de jeunes qui s'intéressent à l'écriture et à la littérature. Oui, exactement. Ça veut dire que il y a de l'espoir. Bravo, il y a de l'espoir et bravo. Merci beaucoup. Il y a toujours eu de l'espoir. Nos enfants, tout le temps, on bagarre avec nos enfants parce que tout le temps, ils sont avec les là. Je suis d'accord. Vraiment, il y a chacun, il est dans son coin avec son portable. On est tous confrontés au même problème. J'allais lui poser la question. Où il a le temps pour écrire et pour la faire. C'est pour ça que je disais que ça demande. En fait, ça fait partie tout simplement de ce que j'aime faire. C'est ça, c'est une passion. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose où je me pose comme un devoir. De temps en temps. Voilà, c'est très important. Bravo, vraiment. Merci beaucoup. Et pour rebondir sur ce que vous avez mentionné sur la question d'Internet, je pense que justement, Internet, et les smartphones, etc., en fait, comme toute innovation technologique, c'est une arme à double tranchant. Tout à fait. Depuis le feu à la préhistoire qui peut permettre de détruire, qui peut permettre de réchauffer, l'énergie atomique qui peut permettre de génocider des populations, qui peut permettre de générer de l'électricité, et bien Internet et les réseaux sociaux, ça permet aussi d'avoir un certain nombre d'informations, de livres qui peuvent être téléchargés. Quand ça dépasse un certain niveau de manipulation et de... Voilà, en fait, ça dépend quel usage. Voilà, quel usage. Il faut pouvoir les bons usages et les usages constructifs et la capacité à intégrer de l'information et après à synthétiser tout ça. Et pour ça, Internet et les smartphones, ça peut être utile. Après, si ça devient simplement une manière de papillonner, ça va nous servir à rien. C'est vrai que c'est ce genre de problème auquel on est confronté avec nos enfants. Ils sont jeunes.
ils sont plus jeunes. Hein. Ils sont plus jeunes. Peut-être oui, ça va un petit peu nous remonter le moral. C'est très important de leur apprendre à écrire, à lire, s'intéresser aux belles choses. Deux mondes différents. La lecture, c'est quelque chose de merveilleux d'abord pour leur croissance. Je suis d'accord, oui. C'est-à-dire au lieu de passer son temps sur Internet, prendre un livre, lire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Ammara. Et je pense que tous nos invités sont d'accord. On est d'accord sur ce point. Voilà, on est tous d'accord sur ce point. On va revenir donc. Donc, vous disiez que c'était important d'avoir des rencontres, d'aller justement présenter ce que vous écrivez. Et on revient au prix littéraire que vous avez eu, Essiad Djebbar, mais pas que. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces belles expériences et comment ça s'est passé? Alors, le prix Essiad Djebbar 2022, c'était une réussite fantastique dans la mesure où personnellement, je pense jamais à ces prix-là en me disant c'est ce que disait Ammar en faisant le reportage. Il ne va pas penser à... C'est-à-dire vraiment en 2022, j'étais content. Je vais vous dire, j'étais content qu'il y ait une évolution très intéressante qui était l'établissement d'une longue liste et d'une short list. Parce qu'auparavant, on ne pouvait pas savoir si un livre avait été 2e ou 65e. Donc déjà, l'établissement d'une longue liste et d'une short list, c'était quelque chose de très positif à mes yeux parce que ça permettait de savoir, tel ouvrage a été pertinent. Donc j'étais content d'être sur la shortlist quand j'ai été consacré. C'était une surprise merveilleuse. Et quelque part, je me suis senti aussi un peu responsable pour la suite. Parce qu'il s'agissait de montrer que ce n'était pas simplement un coup de chance et que le roman qui paraîtrait par la suite ne serait pas en deçà de ce qui avait été. Il fallait garder la même cadence. Voilà, il y a un certain poids. La barre déjà au départ, elle était... Oui, c'est ça, exact. Et généralement, les travaux qu'on fait sans avoir cette idée de participer dans un concours, et puis quand on a le prix, on a une autre... L'effet surprise, il donne beaucoup d'énergie pour continuer, pour se lancer dans d'autres projets. D'autres challenges, se lancer d'autres challenges. Absolument. Et le deuxième prix qui était le prix continental en fait, africain, qui est le prix Ahmed Baba de la rentrée littéraire du Mali en 2023. Là, c'était encore une fois une très belle surprise. J'ai reçu le coup de fil de mon éditeur Kalim Chir, d'ailleurs je le salue, Kalim Chir, Samia Zinadi, je les salue, des éditions Applique. Bon, c'est Kalim Chir qui m'a appris ça à 4h du matin. Je n'ai jamais été aussi content d'être réveillé à 4h du matin. J'imagine. Que ce jour-là. C'était là encore quelque chose de très important parce que ça montrait aussi la communauté intellectuelle qui pouvait nous lier avec nos voisins d'Afrique de l'Ouest et plus généralement pour le continent africain. Et on va dire que c'était aussi une confirmation d'avoir un deuxième jury qui pensait qu'il y avait de la valeur dans cet ouvrage. Exact. Donc autant dire que le vent a dit son nom m'a donné beaucoup de pression pour le Nil des vivants. Parce que voilà, il y a cette idée-là, cette idée de continuer à offrir des choses qui donnent matière à réflexion. Tout à fait. C'est-à-dire que je ne cherche jamais à ce qu'un lecteur lise mes romans et soit d'accord avec la totalité de la vision du monde que j'ai à proposer. Mais si le lecteur a eu matière à réfléchir, j'ai gagné, c'est bon. Très bien, très bien. En tout cas, vous avez gagné. On a beaucoup de gagnants aujourd'hui. Il y a des winners. J'aime bien avoir des winners avec moi à la bonne heure. On va continuer en tout cas d'en parler avec les autres invités aussi. Mais juste avant, je vais vous proposer un reportage qu'a réalisé notre collègue Amir Nbesh. Il s'agit de la cause palestinienne qui était au cœur du débat autour du documentaire Palestine, le défi de Nassima Abderrahmane, qui a été projeté à la Maison de la Presse lundi dernier. Donc, politologues et journalistes spécialisés dans la question palestinienne ont exprimé leur solidarité et soutien au peuple palestinien. Je vous invite à découvrir le reportage et on revient juste après. La Palestine occupée, un territoire spolié de son histoire, de ses richesses, son peuple persécuté depuis des décennies par l'entité sioniste.
L'objet de cette projection du documentaire de Nassima Abderrahmane, l'une des premières femmes algériennes à s'être rendue à Gaza au début des années 90 pour nous rapporter la vérité de ces millions de Palestiniens vivant dans la misère la plus totale imposée par l'entité sioniste. Je dois dire que ce documentaire, il remonte aux années 90, exactement en 95. Il a été réalisé en 95 après l'installation de l'autorité palestinienne en 93. Quand je compare les images que j'ai filmées moi en 95, où il y avait de la vie et un espoir, et les Palestiniens étaient des bâtisseurs qui rêvaient d'un État, qui porte pratiquement tous les éléments d'un État construit le plus normalement, constitué le plus normalement. Je regrette de voir ces images aujourd'hui de Gaza complètement démolies, anéanties, un sang versé, une population sous les décombres. Les intervenants ont axé leur débat sur le traitement partiel et partial des médias internationaux, sur ce qui se passe en Palestine et leur silence assourdissant quant aux crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée sioniste. Qu'est-ce qu'on devient sans l'Algérie et sans sa position honorable? De un. De deux, moi je pense que nous sommes en face d'une chute morale des médias occidentaux, surtout atlantiques, parce que ce qu'on voit, le traitement de l'information face à des bébés qu'on assassine tous les jours, quotidiennement, des femmes enceintes, des gens civils qui meurent toutes les minutes. Que fait ce visage médiatique occidental? Rien. Ce documentaire et d'autres productions cinématographiques réalisées par l'Algérie pour dénoncer toute forme de colonisation et d'occupation dans le monde sont en fait un moyen efficace pour éveiller les consciences et sensibiliser les peuples pour dire stop aux attaques commises contre le peuple palestinien. L'Algérie avait dans le passé joué un rôle pionnier dans la déstructuration du discours colonial américain et occidental. C'est Alger qui a coproduit le film Z contre le gouvernement des colonels. C'est à Alger que la radio libre portugaise a contribué à instaurer la démocratie au Portugal. Et c'est Alger qui a été la capitale de tous les mouvements de libération. Elle était aussi la voix et le soutien indéfectible de la Palestine. Les participants ont souligné l'exemple de la révolution algérienne comme référence. Après 132 ans de colonisation, les Algériens ont arraché leur indépendance. Et par conséquent, la Palestine sera libre et indépendante tôt ou tard. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتب بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم
نهدي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدم الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي ربي العالمين يا أعلامك إلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي ربي العالمين يا أعلامك إلالي وجبالك حرين يا أعلامك إلالي يا أرض صلاح الدين. بسم الله الله أكبر على دم العديان لابد من الحق يتنصر والنور عليه يبان. بسم الله الله أكبر على دم العديان لابد من الحق يتنصر والنور عليه يبان. قد ما يدوم الظلم يتكسر بجهك يا رحمن يبقى ساقط ما يتنجبر معمي من العينين. ايه يا فلسطين نهدي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدم الغالي يا أرض صلاح الدين قسما بالله العالي ربي العالمين يا يعلمك إلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي ربي العالمين يا يعلمك إلالي وجبالك حرين يا يعلمك إلالي يا أرض صلاح الدين. فلسطين الثورية سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان. فلسطين الثورية سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان. حناهم أصحاب التضحية ما نخافوا عديان في سبيل الله والحورية وحنا مجاهدين. إيه تحيا فلسطين نهدي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدم الغالي صلاح الدين قسما بالله العالي ربي العالمين يا يعلمك إلالي وجبالك حرين يا يعلمك إلالي يا أرض صلاح الدين. Merci d'avoir partagé cette belle mélodie, cette belle voix et puis surtout ces belles paroles. Donc j'imagine que cette chanson a une histoire. Hein. Pouvez-nous la raconter? Oui, cette chanson elle appartient au marhoum Mohamed El Badji. Exact. نترحموا عليه. Ouais, Allah yarhamou. Et c'est la seule chanson que tous les chanteurs actuellement chabi la chantent. Oui. Et par la même occasion, je la dédie aux enfants de la Palestine, Ghazaoui. Oui, on pense très fort oui, à chaque fois dans cette... Et puis c'est une ancienne chanson, Tal Badji. Bien sûr. Ça veut dire que depuis longtemps, le chanteur algérien était attaché à cette cause. À cette cause, tout à fait, tout à fait. Et en parlant de cette cause, je vais passer à vous, Monsieur Omar Saad, donc artiste plasticien. Vous faites plein de belles choses, mais aujourd'hui, on va commencer par ce tableau que vous avez créé spécialement pour l'émission et bien évidemment pour soutenir le peuple palestinien, n'est-ce pas? Racontez-nous comment ça s'est fait. Donc, dès que j'ai appris que vous m'avez invité, j'ai pris et j'ai fait ça. C'est venu du cœur. Franchement, hein, regardez la colombe, je ne sais pas. Plein d'espoir. Il y a des toiles qu'on fait comme ça, il y a de la peinture qu'on fait, et qui viennent comme ça, spontanément. Celui-là, je l'ai fait quand on compte les heures, je dirais en 4-5 heures. D'accord. Je vous assure que c'est un exploit. Oui. Mais c'est tellement venu du cœur que
Ouais. Voilà. Et j'ai fait d'autres toiles qui sont parties. J'ai donné quelques toiles à des titres caritatifs, à des associations, etc. Et ça c'est venu comme ça du cœur. Donc on va parler un petit peu du choix des couleurs, de très belles couleurs chaudes. Bien sûr. Donc, j'ai imaginé, on voit le feu là-bas au fond à droite. Bon, c'est en feu, qu'on le veuille ou non. C'est vrai. Voilà. Si vous avez remarqué, la mosquée, elle est restée intacte. C'est-à-dire que personne, c'est sacré, donc personne ne peut toucher à ça. Il y a le sol qui commence un peu à chauffer, on le voit. Voilà. Et puis le feu, donc il commence là, en haut, le blanc. J'ai mis, si vous avez remarqué, la fumée en haut en blanc. Je n'ai pas voulu mettre d'autres couleurs, je l'ai laissé en blanc. Le blanc, c'est l'espoir, voilà. Et la colombe, on connaît l'histoire de la colombe qui représente la paix. Voilà, en tout cas, concernant cette toile. Ouais, en tout cas, une belle toile, merci de l'avoir partagée avec nous. Sinon, on va un petit peu parler de votre parcours. Bien sûr, bien sûr. Connaître des choses sur vous, depuis quand vous faites ça, qu'est-ce qui vous a amené justement à être aussi créatif, à créer de si belles œuvres? D'accord. Donc, moi, je suis un autodidacte. Je n'ai pas fait des beaux-arts, je n'ai pas fait de... J'ai appris la peinture, je vais vous dire, je l'ai appris à travers un tableau. Il faut que je vous raconte cette anecdote. J'avais une sœur, Allah yarhamha, elle habitait, ma sœur aînée, elle habitait à Saint-Eugène. Et dans sa maison, c'est une maison coloniale qui venait d'acheter, il laisse les meubles. Entre autres, la bonne femme qui avait vendu la maison, elle peignait. Et il y avait un tableau dans la véranda qui était accroché. Et quand j'allais chez elle, j'avais 5 ans, 6 ans. Oui, très jeune. Quand on allait chez elle, je me mettais en face de ce tableau et je l'admirais. C'était une forêt, avec des belles couleurs, un petit lac, un cygne, le lac des cygnes. Ça vous a marqué, il y a plein de choses qui vous ont marqué. Il est rentré, ce tableau est rentré. D'ailleurs, toutes mes expositions que je fais, tout ce que je fais, il y a toujours 1 ou 2 tableaux avec un signe. Le signe, c'est ma signature. Votre signature, voilà. Bon, c'est parti comme ça, à partir de là. Et je me disais, qui c'est qui a pu faire cette merveille? Je vous assure que je n'avais pas plus de 6-7 ans. Qui c'est qui a pu faire cette merveille? Heureusement qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Sinon, on n'aurait même pas remarqué ce tableau. N'est-ce pas, Ammar? Sinon, vous auriez pris une autre direction. C'est peut-être ça qui nous a sauvés. Exactement. Et à partir de là, c'est parti. Avec n'importe quoi, un stylo, un crayon, j'ai jamais j'ai eu une autre carrière parallèle à... Je n'ai pas fait ça toute ma vie, mais je n'ai jamais arrêté de peindre. Jamais. Tout le temps. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué là, mes toiles. Là, on est en train de voir justement vos toiles qui défilent. Il y a beaucoup de nature, on voit beaucoup... la nature. La nature est très présente. Voilà. Que ce soit en couleur, les fleurs, que ce soit en couleur vive ou autre. Hein. J'adore les couleurs. Voilà. J'adore le mélange des couleurs. Moi, je fais beaucoup de mélange des couleurs. La lumière, les ombres aussi, j'aime les ombres. C'est ça. Et je fais ça passionnément. Là, j'imagine que vous ne travaillez plus, vous êtes là maintenant, je me consacre à plein temps. Je ne fais que ça. Participer à des expositions. Et je suis l'homme le plus heureux du monde. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Voilà, il y a un jeune qui est avec nous. Voilà, c'est un exemple vivant. Les jeunes. Un bel exemple. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a des rêves. On a des rêves. Ce que je vous ai raconté là, le ciel, machin, c'était un rêve. Donc le rêve, il faut travailler toute sa vie pour le réaliser. Lui, c'est ce qu'il fait. Lui, il est jeune, il fait des merveilles. C'est ce qu'il a fait. Moi, je suis admiratif devant lui. C'est un travail d'historien. C'est un travail de recherche. De l'homme expérimenté. Quand on voit ça, on se dit,
Comment il fait? C'est pas possible. À son âge, bébé comme ça, à son âge. Mais moi, je comprends. Comment je comprends? Parce que là, il est passionné. Il aime écrire. Il aime l'écriture. Donc, quand on est passionné, il faut y aller. Il faut travailler. Et puis, c'est vrai qu'au départ, peut-être qu'on a un don. Mais le don, il se travaille. Il faut le travailler. Vous permettez? Bien sûr, allez-y. Bon, c'est un camarade de classe, Khouya Omar. On a fait le collège ensemble. Quel collège? Le collège Algénor. Technicum. À Notre-Dame d'Afrique. Oui, à Notre-Dame d'Afrique, Zghara. Bon, on a étudié ensemble, mais je m'attendais jamais à ce que il dit un artiste peintre. Peut-être parce que je le faisais pour moi. Par rapport à son caractère, non, je ne savais pas. Je ne savais pas qui. Ah, d'accord, c'était un petit peu. Il y avait des proches qu'il savait. Je ne savais pas. Quand il m'a invité à son exposition, Allah c'est pas vrai. Mais il faut dire que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui, ça faisait longtemps. Voilà, donc c'est la passion, c'est la volonté, c'est le travail. Il faut aimer. Il faut aimer. Quand on aime quelque chose. Oui, si vous nous avez fait ça spécialement pour l'émission, en tout cas, ça veut dire plein de choses. Et puis, vous participez à des expositions. Comment se passe l'échange Très bien. Alors, les amateurs d'art? Pour ma première exposition, j'ai été comme lui, agréablement surpris. Je me suis dit, bon, Omar, il faut oser. On m'a poussé. Je l'ai fait. Et bien, j'ai été agréablement surpris. Il y a eu des gens qui ont aimé. J'ai vendu des toiles, j'ai eu une influence, il y avait du monde, il y avait... voilà, et c'est parti comme ça. Aujourd'hui, ça fait partie de votre quotidien. Voilà. Maintenant, c'est mon quotidien, c'est voilà. Et je suis heureux. Vous êtes, je suis en train de réaliser mon rêve. Le rêve du gamin de 5 ans. C'est maintenant que je le réalise. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Exactement. Et justement, vous disiez que vous ne saviez pas qu'il était artiste. Et lui, est-ce qu'il savait que vous étiez porté par la musique, la chanson? Vous ne l'avez pas caché. Non, il le savait parce qu'en classe, je le savais. Pendant la permanence, il nous chantait. Ah, d'accord. On était en permanence. C'était pas un secret. Il nous chante. Non, mais vous aussi, il chante bien, il paraît. Vrai ou pas? Omar. Oui ou non? On n'a pas entendu ça. Pas Chabi, non. Je suis plutôt classique français. Ah, très bien. Il faut dire que... Oui. Appelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Jamal. Sa voix, elle est merveilleuse. Non, il a une très belle voix. Très belle voix. Le Chabi, déjà, masha'Allah. Oui, et donc, Jamel, vous, depuis que vous étiez jeune et tout, ça a toujours été... J'aimais la musique, Chabi, parce que... Ou d'ailleurs, voilà, toujours le même style. Vous avez toujours été attiré par le Chabi. Le Chabi, oui. D'ailleurs, quand on était en classe, le prof, il dit sujet libre, rédaction. C'est ça, oui. Mon sujet, c'était le... Je veux devenir comme l'Anqa et tout. Sincèrement. Un de ces jours, on a fait l'association avec Amir Rizqi Bouzid, que je dis son nom. C'était le président de l'association L'Intisara El Biyar. D'accord. On a des musiciens. Bon, on a participé à un festival de la chanson Chabi, c'était en 78. J'ai participé moi-même, j'étais jeune à l'époque. Et ben, j'ai décroché le premier prix du festival de la chanson Chabi à l'époque. Aujourd'hui, que des prix. Anissa, les invités. J'ai eu le privilège en 78, c'était le mois de Ramadan, l'île de 27, juste en ouverture avec Allah yarhamou, le grand chanteur El Hadj El Hachmi Grouabi. C'était à la salle Pierre Tiana. بستارجي اكتويلمون اي بان كي دخلت واش نقول لك نترعب باسكو راهو جايز مورايا لو غران شونتور d'ailleurs il est remplaçable personne n'a pu et ben c'était à l'époque le comité des fêtes il m'encourageait جست مع الهاشمي قروابي اون اوفرتور ليله 27 في رمضان في لا تيليفزيون وجست هناك مع بوجماعه العنقيس الله يرحمه مع الطاهر فرقاني بالي دي سبور في الحراش يسمعوا اون نوز انكوراجي على ليبوك سانسيرمون اي ابارتير دو لا زدت كملت لحق واحد الوقت رجعت ما نروحش الخدمه
بعدك بابا يما قالت له جمال يا راجل ماهوش يروح للخدمه بوركوا اي كون جي يو سو بروميي بري جيتي سوليسيتي بار تو الموند بوزري عالبيه حيدره يمكونيسي وكنت نربح بعد بابا شغل تحير جا حكمني قال لي جمال علاش ماكش تروح للخدمه قلت له فوالا بابا جو غان بيان ما في جو كروا كو جو في سيسي وكذا قال لي كومون قال لي مي تو مالاد قال لي زيدها اون دوزيام هذه طون غان با اون دوزيام قال لي مي طون بولو كوم جيتي ديسيناتور بروجيتور على ليبوك كي خرجنا من المسيت الى شفيت اي قال لي نو شد في خدمتك اكتويالمون رحم على بابا سانسيرمون فو سافي بوركوا باسكو كي خديت رايو نجحت وحده وعندي لا كارت شيفا وعندي شهريتي الحمد لله باسكو جو كوني دوتر شونتور جو كوني دوتر شونتور si vous permettez oui prise en charge que l'État justement si vous permettez justement je voulais parler de ça en ce moment c'est un sujet d'actualité d'ailleurs on en a parlé hier je continue علاش قلت لك نرحم على بابا باسكو سي تا كوز دو لوي كو بعت لا روتيرات وراني الحمد لله جو كوني دركا تيك دي شونتور il a été de bons conseils je connais des chanteurs, si vous permettez, je tenais à dire un mot, un remerciement. Un remerciement à notre président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Ils viennent le statut de l'artiste. C'est très important. Voilà, c'est pour ça que vous disiez que le statut de l'artiste. D'accord. Et à travers elle, bien sûr, la ministre de la Culture. Le décret vient d'être publié sur le journal officiel. Et j'invite les artistes qui ne sont pas au courant à aller consulter au niveau du journal officiel le statut, le statut, le décret numéro 23 376 du 22 octobre 2023, c'est très récent et c'est très important. Et c'est bien que tu en parles. Vous êtes bien renseigné. Hein, non, bien sûr. Hier, on a reçu un invité. Voilà. En tout cas, bravo. On va, Halles, peut-être un petit mot sur le sujet justement du statut de l'artiste. Oui, justement, je partage pleinement ce qu'il a dit. C'est très important. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Qui se font en faveur des artistes algériens, bien évidemment. Donc, qu'on ne peut pas nier. Donc, si on parle par rapport aux années précédentes, donc on a fait beaucoup de choses dans ce sens. Non, c'est très bien. En tout cas, c'est bien d'avoir en parlé. Il nous reste plus beaucoup de temps. On va finir avec une chanson, mais j'aimerais que vous me racontiez l'histoire de l'instrument. Il paraît que c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. L'instrument, il appartenait au défunt Farid Oujdi. Voilà. C'était Ninis. C'est le grand chanteur de la chanson andalou. Bon, j'ai eu la chance de le côtoyer. Oui. وكنت نطلع لدارو ويجي لدارنا وسي فاميلياريزي ميم العراس ديالنا هو بيديرهم لنا وي وبعد قال لي جمال يا اون اوكازيون قلت له لاكيل قال لي الموندول تاعي لو ويفي هذا il te convient parce que tu chantes le shabi moi ان شاء الله je vais acheter un autre mondol خدموا عند شافا محمد سي لو غران لوتيي خدم هو ديكورد وهذا عطاه لي قال لهم بعد نشوفوا كيفاه الله وفار un beau cadeau وربي يرحمه ان شاء الله الله يرحمه ويرحمهم كامل un beau cadeau qui vous a porté bonheur en tout cas merci d'avoir partagé toutes ces belles anecdotes j'ai envie de dire avec nous يعطيك الصحة merci et bravo pour toutes ces belles choses pour vous que vous faites Mohamed Abdallah merci j'espère que vous avez apprécié notre bonheur j'ai envie de dire un dernier mot peut-être. Merci pour l'invitation et puissions-nous nous rencontrer de nombreuses reprises. Inch'Allah. Ammar Halles, je voulais aussi avoir un petit mot par rapport à votre famille, à vos enfants qui ont dû être très fiers. C'est bien d'en parler. C'était un grand moment partagé par toute la famille. Voilà, familial. Ils sont fiers de leur papa, j'imagine. Exactement. Est-ce que je peux faire un coucou à ma petite fille? Oui, allez-y. Coucou, allez où la caméra? Là, en face. Coucou Dodo, je t'adore. Donc, Inch'Allah. Et ta maman aussi. Ammar Halles, merci beaucoup. J'étais ravie de vous avoir avec moi cet après-midi et je vais finir par Jamel Ziani. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à revenir bien évidemment pour partager cette belle musique avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, toujours à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir. يا رسول الله يا محمد يا سيدي عزيز عليا
مع الزمين الوالدين مع الذرية يا سيدي صباحك بالخير جمع طليتي يا سيدي جمع طليتي صباحك بالخير انتي ضويتي يا لالا